Cette semaine, zoom sur la MB Race dans Pure Freestyle avec Arnaud Rapillard, vainqueur de l'Ultra 2013, et Vincent Azout, fondateur de l'événement. Les news, la surfeuse Johanne Defay en une de l'actu extrême de la semaine après sa victoire à Fidji. Et vous verrez que dans le surf féminin, il n'est pas facile de réussir sans se mettre à nu, et la française en sait quelque chose. Enfin le buzz, focus sur les engins de l'extrême qui envahissent les sports d'action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus sur le plateau du Pure Freestyle, votre rendez-vous sport extrême, c'est ici que ça se passe, l'actu, les dernières news. Pour tout savoir et surtout ne rien manquer, restez avec nous. À mes côtés aujourd'hui pour remplacer Ellie Edmonds, une plongeuse de formation, alors évidemment pas en resto, une vraie plongeuse, 3 mètres, 10 mètres, élevée dans les bassins, élevée à l'INSEP, journaliste depuis quelques mois, Maxine. Alors, Maxine aime les fleurs, Maxine aime les marcassins, la sculpture sur bois et Gary Hunt, normal. Comment ça va, Maxine? Ça va très bien, bon. Merci. Et puis, à nos côtés, vous les avez découverts dans le sommaire. Ils sont là. On va commencer avec Vincent Azout, créateur de la MB Race. Bienvenue. Merci, bonjour tous les deux. Bienvenue à toi. Et puis Arnaud, à tes côtés, qui nous vient de Suisse. Tu as 29 ans et toi, tu as participé, contrairement à toi, Vincent, qui a organisé l'événement. Toi, c'est toi le courageux, quoi, des deux. Il fallait un fou qui veuille bien la créer, et puis après, encore des gens plus fous qui veulent bien y prendre part. Ouais. Exactement. En plus, lui, il n'est pas complètement fou, il l'a créé à côté de chez lui. Il a fait un Megève, Combloux, Megève. Donc comme ça, il est tout le temps à la maison. Et les gens tournent autour de chez toi. On va faire 140 km autour de ça. Exactement. On va en parler dans un instant. On va commencer avec l'image de la semaine. Je vais laisser la parole à Maxine. L'image qui a buzzé cette semaine. Oui, alors c'est un peu le petit jeu à chaque fois dans chaque émission. Donc vous allez essayer de deviner ce que c'est. On va voir une photo, là vous la voyez. Donc, encore un cinglé. Qu'est-ce qui se passe? C'est une skyline, ça? Slackline. Slackline, pardon. Bien. Ouais, c'est ça. Ouais. T'étais pas loin, c'est ça. C'est presque ça. Mais en revanche, la distance a l'air assez particulière, un peu comme votre course. Hein. Ouais. Oui, en fait, c'est une highline. Et ce monsieur-là, c'est Nathan Paulin, donc c'est un Français, qui a réalisé avec son copain tchèque Dani Mencic le record du monde en distance de highline, donc 1020 mètres de long et à 600 mètres de haut. Donc tu peux redire quand même, c'est à 600 mètres de haut, ouais, sur 1 km 600 mètres de haut sur plus d'1 kilomètre du coup. Et ça s'est passé en France, à Aiglun, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc ils ont tendu la highline entre la crête de Montmal et la paroi dérobée avec un drone, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire tout seul évidemment. Et donc une installation quand même assez compliquée, parce qu'il fallait monter 80 kg de matériel. J'ai le vertige tout en pour haut. lui là, en regardant les... Donc voilà, ils ont mis 2 jours à tout installer et en plus de la slackline du coup, enfin de la highline, ils ont utilisé 3 lignes de pêche et 2 cordes de renfort pour vraiment tout sécuriser. Et donc voilà, après ça se passe quand même à 600 mètres de haut, donc ça souffle énormément là-haut, vous devez le savoir. Et là Nathan, on voit pas, mais il arrive au bout. Ouais, il arrive au bout, Nathan arrive au bout en 1h15 et son copain Dani arrive, lui réussit le lendemain au bout du 3e essai en 40 minutes. Ils ont un problème avec la vie ou... Non, mais après, ils sont assurés, bien sûr, ils sont assurés. C'est ça ce que je trouve un petit peu moyen, c'est qu'ils pourraient le faire sans rien. Il n'y a pas de challenge. Non, mais c'est pas possible. On voit sur le début de la vidéo, la highline, elle part complètement de travers à cause du vent, donc forcément, ils sont obligés d'être assurés. C'est de garder la concentration pendant 1 heure sur la ligne, c'est impressionnant. Et on s'étonne pas que ça ait buzzé un petit peu. Oui, c'est complètement dingue. En plus, Nathan, il avait déjà l'ancien record en distance de la highline, donc c'est un habitué des records. Bravo. On va enchaîner avec vous parce que ce que vous faites, c'est aussi incroyable dans un autre genre. Mais avant, on va s'intéresser à votre discipline, c'est le portrait. Alors, comme ça, tous les deux, vous faites dans le MTB Ultra. Alors, Ultra, ça veut tout dire et pas grand-chose. Après les shampoings ultra nourrissants, les couches ultra absorbantes, les jus ultra vitaminés, voici le Mountain Bike Ultra. Alors, ultra quoi, en fait? Il va falloir préciser. Déjà, ultra long, ultra dur et un petit peu ultra, je me fous de ta gueule, parce que, en fait, t'en vois jamais le bout. Hein, gros? C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est bien que tu confirmes. Sur 1100 inscrits, seulement quelques-uns franchissent la ligne d'arrivée. C'est comme si, par exemple, pour vous donner un exemple, si Mythique ou Tinder disait aux gens qui sont inscrits et qui payent, vous allez voir, sur 100 inscrits, il n'y en a qu'un ou 2 qui vont pouvoir tirer leur coup. Je trouve que c'est pas une super pub, franchement.
Au moins, il y a du plaisir. C'est un beau challenge. C'est un beau challenge. Alors en plus, tout a changé depuis les éditions précédentes. Cette année, pour être bien certain que ça soit encore plus dur et encore plus une découverte, vous modifiez les sentiers au dernier moment. Pour les concurrents, se trompent de route, se perdent et se blessent. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Mais c'est vrai que souffrir, c'est pas si grave quand on est dans un cadre aussi majestueux que les portes du Mont Blanc. Dans la nature, ça fait moins mal, paraît-il. L'air est plus pur, c'est beau, sauf qu'en fait, tu ne vois rien puisque tu as le nez dans le guidon, de la sueur qui pique les yeux, tu vois rien. Regarde, il y en a même qui poussent leur vélo. Non, plus sérieusement, l'épreuve aura lieu le 2 juillet. C'est la course la plus mythique au monde en VTT. Alors c'est vrai que c'est mythique. Le but étant de parcourir 140 km, écoutez bien, 7000 mètres de dénivelé positif en une seule journée et de franchir 5 cols. C'est mythique. Celui qui donc parcourra les 140 km sera finisher, c'est comme ça qu'on les appelle, et il aura le t-shirt tant attendu. Vous avez bien entendu, le t-shirt tant attendu. C'est bien un cadeau pourri. On pensait que les cadeaux les plus pourris, on les gagnait à Question pour un champion, les encyclopédies en un volume. Eh ben non, c'est vous qui remportez la palme du cadeau moisi. Alors, si à la course la plus prestigieuse du monde, on gagne un t-shirt, imaginez ce qu'on peut gagner aux courses qui le sont moins. On gagne quoi? Un fruit? Une paire de chaussettes? Une paire de chaussettes, un crayon, une feuille A4? Je sais pas, un truc comme ça. Non, je dis ça parce que je suis un petit peu énervé, je suis un petit peu jaloux et surtout incapable de prendre le départ de cette course, on l'a dit, qui est mythique, donc ça m'énerve. Je voulais juste vous dire bravo à tous les deux de l'avoir organisé et puis, de l'avoir créé même. Merci. Après organisé aussi, et puis d'y avoir participé. On va s'intéresser donc à tout ça. La MB Ultra, MB Ultra, Mountain Bike Ultra, on va quand même lui demander comment ça t'est venu, cette idée. J'ai détesté les VTTistes et je me suis dit, tiens, comment je vais pouvoir vraiment leur en faire baver. Non, l'idée, elle est venue de créer un événement face au Mont Blanc, qui soit un événement de mon sport de prédilection, le VTT, sur les terres que j'ai pratiquées et que je connais et que je trouve dans les plus beaux pays du monde. Après, un peu de chauvinisme, ça fait pas de mal. Non, mais c'est vrai en plus. Et qu'on est face au Mont Blanc, 90% du parcours est face au Mont Blanc. Et puis, pourquoi la difficulté? Parce qu'aujourd'hui, c'est une philosophie, hein, c'est le dépassement de soi, quel que soit le sport, en Ironman, en trail. Ouais. On cherche toujours à aller plus loin. Comme tu disais, le problème, c'est pas de prendre le départ, c'est surtout de rallier l'arrivée. Et c'est devenu une philosophie, c'est l'ADN de l'événement, c'est de se lancer ce défi. On a des personnes qui faisaient, il y a 6 ans, qui faisaient quasiment pas de VTT et dont le challenge, c'est d'arriver au bout de cette course. Et alors, est-ce que tu n'aurais pas pris par hasard l'idée de l'Ultra Trail du Mont Blanc? Alors, j'aime pas prendre l'idée, j'aime s'inspirer de quelque chose qui devient une nouvelle philosophie, le surpassement. L'Ultra Trail, on peut préciser ce que c'est une course, mais à pied. Oui, à pied. Alors, la différence, c'est que l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, est autour du Mont Blanc sur le massif. Des sentiers qui ne sont pas praticables en VTT ou avec beaucoup de portage. Après, des descentes intéressantes techniquement, mais ce n'est pas du VTT. Alors que nous, on est vraiment face au Mont Blanc. On a la vue sur le toit de l'Europe 90% du temps. Et c'est ça qui est magnifique, des paysages grandioses. Tu crois qu'ils sont en train de regarder le paysage? Parce que moi, je le disais en déconnant, mais je pense que, vu l'intensité de la course... Non, nous on regarde pas le paysage, on vient là, c'est pour gagner un t-shirt pourri et on s'en fout du paysage. Je veux dire. Tant qu'à faire, si ça peut durer 10 heures, on est content, quoi. Quel plaisir on prend à faire ce genre de course? Oui, parce qu'au final, c'est ça, il n'y a pas vraiment de prix à l'arrivée à part un t-shirt. Comment est-ce que toi, tu te motives et tu te dis, tiens, je vais aller faire 140 km quoi. Non, à la base, c'est un vrai challenge parce qu'on est là pour finir, on est là pour faire un effort qu'on sait comme étant hors norme finalement. Et c'est pas donné à tout le monde. Déjà, ça nous met déjà un petit peu, pas au-dessus des autres, mais je veux dire, si on est capable de le faire, d'aller au bout, c'est une grande satisfaction personnelle aussi. Ça, hein. Ouais, moi, je suis pas non, hyper, mais je dis ça, je me venge un peu parce qu'il m'a charrié tout à l'heure. Comme ça, vous savez tout. Juste, pour ceux qui auraient dans l'idée, il y a plusieurs catégories. Oui. Il n'y a pas que 140 km, ça commence à 70? Non, ça commence même à 30. C'est-à-dire que alors, je pensais que c'était 70. Ouais, ça, c'est la MB classique. C'est la MB classique, voilà, qui fait 30-50, qui est le dimanche. Et le samedi, on a la MB Ultra, donc la MB Race Ultra, qui fait 70, 100, 140. C'est-à-dire que ça permet à tout le monde déjà de s'élancer. Le départ est le même pour tout le monde. Et puis, suivant son état physique, suivant si on est dans la barrière horaire, de s'arrêter à 70 km ou d'aller pousser jusqu'à 100 et tenter le Graal, aller aux 140 km et de voir vraiment d'aller au bout de ses limites. Et les premiers arrivent en 9 heures, les derniers en 15 heures. Et c'est vrai qu'au bout de 15 heures d'effort, c'est... Ton record, c'est combien?
9h et des poussières. Ouais. C'est ça, t'étais dans les... 9h55, je crois. Voilà, T'avais- merci. Non, parce que non seulement il a fait un bon temps, mais en plus il est dans les finishers. On peut quand même rappeler, et d'ailleurs c'est peut-être un peu frustrant pour vous de se dire, il y a peu de gens qui arrivent au bout. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Est-ce qu'on n'a pas été un peu, Non, parce que trop optimiste? la première année, il y en a eu un. Donc, Mais oui, on mais a eu sur des combien de aléas- participants? Sur 600? Non, la première année, c'était ça, il y avait 600 partants. Un arrivant, on a eu des aléas météorologiques qui nous ont obligés de neutraliser la course pour des raisons d'orage. Sinon, il y aurait eu peut-être une dizaine, il n'y en avait pas non D'accord. plus autant que les dernières éditions. Et on a vu l'évolution depuis ces 6 éditions sur le nombre d'arrivants qui progresse chaque année. C'est-à-dire que le niveau progresse, l'entraînement aussi, parce que c'est nouveau pour les pratiquants qui ne connaissaient pas ce format de course, puisqu'on était les premiers à le faire. Depuis 2010, vous êtes passé de 600 à 1000, plus de 1000. Alors, cette année, on va être à 2500, on va sera à 1500, je pense, sur le format On ultra. voit ta Ah victoire ouais. là en 2013, Arnaud. Des bons souvenirs. C'était sale quand même. 1500 sur le format ultra. La petite fierté, c'est que là, pour la première année, on a les 5 continents qui sont représentés. On a 30 nationalités différentes au niveau des inscriptions. Donc, on est Coupe du Monde UCI marathon. Donc ça veut dire qu'on a une reconnaissance. Donc c'est peut-être pas un brin de folie, c'est peut-être un brin d'innovation et que ça va perdurer. Vas-y, je te laisse la parole, hein, Maxime, si tu as Non, des choses à rajouter. Du coup, je voulais te demander comment déjà est-ce que tu vis la course? Est-ce que tu la vis vraiment étape par étape ou col par col? Je ne sais pas comment ça se passe dans ta tête. Et qu'est-ce que tu as ressenti en 2013 là, quand tu es arrivé le premier? Bah, disons que passer la ligne en tête, c'est juste énorme parce qu'on est accueilli comme si on était champion du monde finalement. Il y a un public de folie. La course, il y a tellement d'épisodes qui font qu'à un moment donné ou à un autre, on se dit bon, bah, aujourd'hui, non, ça va pas le faire, ou d'un coup, on reprend le dessus, on est un peu euphorique, on est un petit peu dans le creux de la vague, et voilà, il y a tellement d'émotions que franchir la ligne en tête, c'est un sentiment incroyable. Juste de revoir les images maintenant, ça fait des vrai frissons, quoi. Ouais. Mais ça veut dire que quand tu prends la ligne de départ, tu n'as pas de plan tactique dans ta tête, même là tu es préparé et tout. Et après tu gères la course comment, col par col, en fonction de tes sensations, comment ton corps réagit? Ouais, il y a plusieurs faits de course qui font que ça peut changer. Et ben, là, en l'occurrence, en 2013, j'étais groupe de tête, on n'était plus que 3. Et d'un coup, il y a une crevaison, donc je me retrouve 5 minutes derrière, le temps de réparer, de repartir. Peut-être 1 heure après, je rattrape un concurrent qui lui aussi a crevé. Donc ça, voilà, il y a plusieurs faits de course. C'est difficile de faire un vrai plan à l'avance. Je pense pas à la crevaison. Ouais. Non, mais aussi, vous êtes deux en fait. Eh ben, il y a J'avais quand pas même pensé à ça. du matériel qu'il faut gérer. Et puis, voilà, c'est une course qui dure 10 heures, donc il peut s'en passer des choses en 10 heures. La crevaison, c'est pas comme sur le Tour, t'as pas une voiture qui te suit derrière. Comment vous gérez? C'est toi, tu répares toi, t'es Ouais, tout seul là? On est autonome, ouais. Donc Ouais, on a vous un êtes- minimum de matériel sur nous. Bah, une minimum, c'est une chambre à air, hein, c'est pas. Non. Et faut puis pas on est crever capable de 12 fois, réparer. quoi. C'est mieux pas, non. Mais après, on a quand même une assistance sur le parcours à certains points de ravitaillement où voilà, d'un coup on peut récupérer un peu de matériel s'il faut. Et vas-y, Et vas-y. du coup, le fait que maintenant ça soit Coupe du Monde UCI, qu'est-ce que ça va apporter à l'événement? Ça va sûrement vous apporter plus d'athlètes de renom en quelque sorte. Oui, voilà. On a bien vu au niveau des inscriptions, le niveau s'est élevé au niveau des compétiteurs. Une renommée vraiment mondiale, une reconnaissance, comme je l'ai déjà dit. Et c'est vrai qu'on a des Japonais, des Australiens, des Brésiliens, des Argentins, des Canadiens, des Américains. Enfin, voilà, aujourd'hui, la MB Race Culture Vélo, elle est connue. Elle est reconnue dans le milieu du VTT et sur ce format-là, c'est ce qu'on voulait. Donc Oui. c'est une très bonne chose et ça a bougé aussi un petit peu, alors c'est un peu notre fierté égocentrique, on va dire, les instances UCI qui ne reconnaissaient pas ce format-là il y a 6 ans parce qu'on était au-delà des normes. Eux s'arrêtaient C'était 120 km. Exactement. Et aujourd'hui, ils ont ouvert à 140 km et on est la Coupe du Monde la plus dure au monde qui n'ait jamais existé. Alors, on parlera d'une autre course après, c'est le Cap Épic, qui est aussi une des courses, mais un peu différente quand même. Juste le fait que l'UCI rentre dans la boucle, l'UCI plus le vélo, on se dit il y aura plus de contrôle sur le dopage, notamment. C'est une bonne chose aussi parce que c'est une contrainte qu'on avait et puis c'est aussi des points négatifs qu'on nous avait relevés. Ouais, mais vous cherchez toujours plus loin, ça va inciter le dopage. Aujourd'hui, c'est un énorme UCI, donc forcément. Vous il y aura non, des parce que la contrôles. preuve, les mecs sont pas arrivés. Oui, Il y en avait 1 sur 600. Donc là, Comme ou quoi, alors ici- ils prennent pas les bons trucs. Parce qu'on était au début du vélo électrique. Aujourd'hui, on sait que ça marche mieux. Ouais, c'est ça. 2010, c'était encore. Non, mais c'est une question qu'on vous a posée forcément.
Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est normé. Il y a l'UCI, il y a des contrôles, avec tout ce que ça implique derrière au niveau organisation pour nous. Parce que l'UCI, il ne faut pas croire que c'est juste le label. Derrière, pour nous, c'est une énorme contrainte de l'arche. Tout simplement, ils demandent une arche avec des hauteurs réglementaires. Il faut que ce soit de l'arche rigide, qui reste. Mais c'est une reconnaissance. Même quelles que soient les contraintes, pour nous, c'est une reconnaissance. Alors, vous faites partie des grandes courses. Il y en a une qui existe, qu'on a diffusée, nous, ici, sur la chaîne, c'est le Cap Epic. Ça se passe en Afrique du Sud. C'est un peu différent parce que ça dure une semaine, mais l'intensité est la même que vous. Eux, c'est plus long. Oui, parce c'est qu'au une final, course à étapes. on dit aussi Ouais, que c'est une course à étapes. une course terrible quand même. Ouais. Donc, Nous, on est la plus dure au monde en une journée. Mais eux, c'est par équipe. Eux, c'est par équipe. Et vous, c'est Individuel. Ouais. Donc, vas-y, je t'ai coupé, pardon. Nous, on est la Vous, plus... sur l'intensité, c'est la même chose. Voilà, enfin, Arnaud pourrait confirmer en tant que coureur, mais c'est vrai que nous, c'est vraiment sur une journée. Voilà, c'est la course, presque la course d'une vie pour certains, pour les amateurs, parce qu'ils donnent tout et ils sacrifient tout. Enfin, j'ai eu parler avec des concurrents, leurs familles, ils disaient que c'est une préparation intense sur un an, comme un UTMB. La Cap Epic, on est moins ouvert grand public quand même. On touche l'aspect professionnel. Plus pro. Ouais. Et il faut arriver ensemble. Oui. Comment tu te prépares? Parce qu'on parlait de la préparation, de l'entraînement. Tu t'entraînes tout le temps pour ça? Ou c'est 2, 3, 4 mois avant? Non, c'est une course qui s'insère dans un calendrier qui est relativement chargé déjà. C'est un entraînement... C'est une étape. Voilà, c'est une course, pas une course parmi d'autres, c'est une course un petit peu spéciale par la difficulté, la longueur, etc., le dénivelé. Maintenant, elle intervient au milieu d'un calendrier qui est très chargé. La semaine avant, on est au championnat du monde, donc après on vient sur cette course. Et puis finalement, on ne peut pas s'y préparer de manière spécifique parce qu'il y a beaucoup de courses avant. Mais quand tu fais 15 à 20 000 km par année, disons que voilà, c'est peu problématique de se présenter, même si la course dépasse un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Et puis après, tu as le Grand Raid du coup. Le Grand Raid, c'est ma course. Encore plus. Vas-y, tu peux en dire un mot. Hein. Non, le Grand Raid, c'est la course qui me fait rêver puisque elle est vraiment dans ma région. Elle traverse les montagnes qui sont sous mon nez. J'aime bien le Mont Blanc, ça c'est clair, et la MB Race aussi. mais le Grand Raid, c'est chez moi et c'est vrai que c'est un peu mon coup de cœur aussi. C'est que des belles courses. Aujourd'hui, les deux courses s'associent, donc c'est juste incroyable. Ça, c'est cool. Voilà. Et de toute façon, tous les moyens sont bons pour faire parler de nous, de la région. Tout à fait. Et du sport extrême. On va passer, vous restez avec nous évidemment, continuez à réagir sur ce qui s'est passé, mis à part le vélo, c'est les news. Ça va vous intéresser. C'est marrant, c'est plutôt un sujet pour nous les garçons, ou pour les filles peut-être, je sais pas. Tu l'as vu déjà? Oui, je l'ai vu. T'as aimé, il est beau. Oui, on peut pas dire que c'est pas beau. Hein, c'est beau. En tout cas, il y en a un qui s'est penché sur les dessous du surf féminin. C'est Bertrand Pucheux, le pauvre. Et le sponsoring par la même occasion. Être une femme sexy dans le milieu du surf, ça aide. Ça ne suffit pas non plus tout le temps pour avoir des sponsors. Explication. Sois belle et tais-toi. Voilà le message que les grandes marques de glisse ont envoyé aux surfeuses pendant des années. On le sait, le surf féminin jouit depuis toujours d'une image très sexy. Et les sponsors l'utilisent sans retenue. C'est le physique et rien d'autre. Pour le talent, il faudra repasser. C'est ce que combat la star du surf brésilien Silvana Lima, double vice-championne du monde, qui s'est battue pendant presque 15 ans pour décrocher un vrai contrat de sponsoring. Não sou como as meninas de fora do Brasil, né? Que é lourinha, do olho azul e tem o estilinho meu de modelinho. Eu modelo aqui não tem nem como, baixa como eu sou, não tem como. Eu faço meu estilo é meu estilo, estilo de Silvana Lima. Aujourd'hui soutenue par plusieurs marques, la brésilienne a longtemps galéré pour financer ses saisons sur le CT, obligée même de monter un élevage de bulldogs français pour s'en sortir. C'est mignon, mais pour une athlète de niveau mondial qui gagne des compétitions, c'est très limite. D'autres compensent le manque de sponsors majeurs par l'aide de plusieurs petits partenaires. C'est le cas de la française Johanne Defay ou encore de l'américaine Sage Erickson. Si le coup de gueule de Silvana Lima a fait bouger les choses sur la scène internationale, le clivage entre surfeuse pure et athlète mannequin reste bien ancré. Quand certaines veulent se faire une place sur le CT, d'autres cherchent toujours plus de vues sur la toile. Oh, ça va, ça va. Vous voyez, si vous avez des problèmes de sponsors, vous voyez ce qu'il vous reste à faire? On va peut-être faire une nouvelle discipline en fin de compte, je pense. Ouais. On va réfléchir à ça. Un peu nu.
Le reste, tout de suite, le reste des news. Retour sur ce qui s'est passé sur la planète extrême cette semaine. C'est le reste de l'actu. Et oui, Cocorico, Johanne Defay remporte le Fiji Pro 2016. Sur le spot de Cloudbreak, elle s'impose en finale face à la triple championne du monde, Carissa Moore. La réunionnaise était déchaînée en ce dernier jour de compétition et a pratiqué un surf frôlant la perfection. En finale, elle bat la hawaïenne avec 2 vagues notées 8,40 et 8,70. Johanne remporte ainsi la 2e compétition de sa carrière sur le CT après l'US Open l'an dernier. Au classement général, elle fait un bond en avant, passant de la 7e à la 4e place. C'est Courtney Conlogue qui reprend la tête du général grâce à l'élimination au round 2 de Tyler Wright. Joris Daudet, champion du monde BMX Supercross. À Medellín en Colombie, le Français s'est imposé en finale devant le tenant du titre néerlandais Nick Kieman. Déjà vainqueur en 2011 à Copenhague, il revêtira donc pour la 2e fois de sa carrière le maillot arc-en-ciel. Un succès très précieux puisqu'avec ce titre, Joris Daudet est directement qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio. Mais il n'est pas le seul à avoir porté haut les couleurs de la France. 2 autres tricolores étaient en finale. Jérémy Rancurel, à peine 21 ans, prend une belle 4e place. Amidou Mir termine lui 7e. Chez les femmes, c'est Mariana Parron qui s'impose dans sa ville natale devant l'Australienne Caroline Buchanan. Manon Valentino termine 4e. On termine avec la mauvaise nouvelle de la semaine. Loïc Bruni s'est lourdement blessé lors d'une séance d'entraînement dans les Alpes-Maritimes. C'est sur son compte Facebook qu'il a annoncé la nouvelle avec une photo accompagnée d'un message détaillant ses blessures. Loïc souffre donc d'un traumatisme crânien et d'une fracture de la clavicule. Des blessures qui le priveront des 2 prochaines étapes de Coupe du Monde à Fort William et Leogang, mais aussi du Crankworx des Jets où il faisait figure de tête d'affiche. Un coup dur pour le Français qui doit ainsi faire une croix sur le titre en Coupe du Monde de décembre. Voilà, les blessures, tu connais. Et on voulait parler des femmes, peut-être? Oui, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu 4 finishers femmes. Est-ce que, à votre avis, il va y en avoir de plus en plus? On espère. Ce serait Forcément. notre grand bonheur. C'est vrai que déjà, il y a 3 ans, quand il y a eu la première féminine qui a réussi à boucler les 140 km. De toute façon, il n'y a pas de catégorie féminine. Bah, il y a un classement féminin. Oui, mais c'est ouvert à tout le monde et tout le monde part en même temps. Ouais, il n'y a pas vraiment un parcours féminin. Après, il y a un classement, un podium féminin, mais c'est énorme. Enfin, quand on voit, alors, sans être sexiste, mais quand on voit ces femmes qui arrivent au bout de 140 km, plus de 7000 mètres de dénivelé positif, qu'on fait, je ne sais plus combien elle a mis, 12 heures, je crois, l'année dernière, la première, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et puis même, c'est cool parce que du coup, elle dépasse les garçons. Ça doit leur faire un petit peu mal. Ils doivent mettre un coup de boost quand ils voient une fille. Non, ça fait rien. On est content. C'est motivant. C'est motivant. Ça ne jamais aussi d'être dépassé par une fille. Voilà, je n'osais pas le dire. Il est trop Je devant. n'osais pas le dire. Si on course à pied, tu m'as dit. En course à pied, ouais, mais c'est pas pareil. T'as 3 heures d'avance sur les premières féminines, ça va. T'as un peu de marge. Le buzz, tout de suite. Oui, alors comment nous déplacerons-nous dans les années à venir? C'est une question qu'on s'est souvent posée. On va avoir quelques petits éléments de réponse avec Maxime. Tu t'es penché sur la question. Hein. Oui, du coup, je vous ai réuni un peu les meilleurs engins de l'extrême pour vous déplacer. Donc vous allez voir, c'est assez pratique. C'est des choses qui existent. Oui, c'est des choses qui existent, bien évidemment. Donc pour commencer, on va s'intéresser au tout premier jetpack qui arrive sur le marché avec le grand public. Donc là, on le voit sur la photo. Donc un jetpack, on peut dire que c'est un très gros sac à dos avec des réacteurs. Oui, très gros, ouais. Et très gros. Donc voilà, on se tient debout et on pilote avec des manettes. Et voilà, enfin comme dans donc, Star Wars. Quoi. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc là, le prototype s'appelle le P14. Donc vous pouvez aller jusqu'à 1000 mètres d'altitude à une vitesse de pointe de 74 km/h quand même. Donc par contre, c'est assez cher, entre 180 000 € et 220 000 €. Donc c'est pas pour moi tout de suite. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils testent souvent leur prototype au-dessus de l'eau. C'est ce que j'allais dire. Pareil avec Francky Zapata, il était au-dessus de l'eau. Donc du coup, c'est vrai que le ministère de la Défense de Dubaï et il y a une société américaine aussi qui s'appelle AV Watch qui sont très intéressés par le projet et qui voudraient le faire tester à la police, à la douane et aux pompiers. Ouais. Donc ils voudraient les équiper de jetpacks. Donc voilà, Peter Coker, le PDG de la société, a affirmé soi-disant que c'était plus sûr que les hélicos. Parce que c'est plus petit, plus maniable et ça peut passer plus facilement. Oui, il y a moins d'essence. Voilà, entre les immeubles, enfin voilà. Et du coup, donc la commercialisation de cette série, c'est pour la fin de l'année. C'est bien, au moins le prix va baisser.
Ouais, j'espère. Ouais, Parce que sinon, c'est sûr. ce sera pas pour moi. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ta hotte? Alors du coup, l'autre engin qui est lui déjà commercialisé depuis avril, ça s'appelle l'Arcaboard. Donc c'est ça. C'est pas très esthétique, c'est vrai. C'est ça, on dirait un morceau de gazon. Donc c'est la société américaine Arca Space Corporation qui a lancé son propre overboard. Donc la vidéo que l'on voit, elle a été faite à Monaco devant le prince Albert II lui-même. Donc voilà, c'est une grosse boîte verte qui mesure 1,50 m de long par 76 cm de large. Et ça décolle. Mais c'est un peu ridicule cette boîte verte là. En fait, à l'époque, c'était un balai, puis ça a évolué dans son... Ouais, puis ça décolle seulement à quelques centimètres. Voilà, c'est propulsé par 36 mini-ventilateurs. Ça fait quand même assez de bruit. Ouais. Et par contre, le prix, c'est 10 000 €, donc c'est moins cher, mais bon. Bah ouais, mais en même temps, ça décolle de ça et ça avance pas. Mais il faut prendre le coup, je pense, parce que pour se déplacer, il faut se pencher dans la direction. Ouais, à bosser. Celui-là, à bosser. À bosser, mais c'est moins cher. À travailler. Et t'en as d'autres? Oui. Et ça, c'est pour toi, au cas où, je sais pas, tu as des petits soucis, tu n'as pas envie de pédaler, tu vas voir. Je te conseille l'overbike. Mais lui, il a envie de Déjà, pédaler. moi, j'ai des soucis, bon. Et en plus, tu peux le faire de chez toi, si tu veux, comme le monsieur que l'on voit là, qui essaye de faire décoller son overbike. Donc, il s'appelle Colin Furze, c'est un youtubeur anglais et ancien plombier, qui est assez déjanté et qui est connu pour faire des inventions comme ça. Et donc, du coup, il a encore frappé avec cet overbike et la vidéo cartonne avec quand même plus de 11 millions de vues sur YouTube. Il l'a réalisé tout seul, comme un grand, comme Alors, ça. c'est vrai que tu as une position, tu es assis comme sur un vélo. Oui, il l'a réalisé dans son garage en plus, tout seul. Donc il a acheté 2 hélices paramoteurs dans le commerce, sauf qu'au lieu de les mettre... J'aurais pas confiance, je ne monterais pas avec lui. En plus, au lieu de les mettre à la verticale, il les a mis à l'horizontale. Donc voilà, mais ça permet d'atterrir et de décoller à peu près correctement. Il y a plus de potentiel que les 36 ventilateurs. Ouais. Mais bon, au moins, c'est une bonne initiative. En plus, sur YouTube, il a mis 4 vidéos pour que les internautes puissent le reproduire chez eux. Mais bon, à perfectionner quand même, parce que j'avoue que pour le moment, je pense que s'il se baisse, il y a les hélices pas loin. Donc, faire attention. Et pour finir du coup, il y a le flyk. Donc, contraction du mot bike et du mot fly. Donc, ce sont des chercheurs hongrois qui l'ont conçu. Et par contre, là, c'est toujours en phase de test. Donc, la vidéo que l'on voit, c'est son tout premier vol. Il fallait rester 1 minute en vol stationnaire. Et ça a été réussi, à quelques mètres du sol, parce que voilà, pour des raisons de sécurité. Donc pour le moment, le flyk peut quand même tenir 15 à 20 minutes en vol stationnaire et 30 à 40 minutes en vol de croisière. On pourra aller à 50 km/h et voler à 4,5 mètres de haut à peu près, donc c'est toujours moins bien que le jetpack. Mais bon, il a 6 hélices électriques et du coup, le prix de commercialisation n'est pas encore connu. D'accord. Mais il cherche des investisseurs, donc si vous voulez investir. On va rester sur deux. En tout cas, on sent que les mecs boss ont envie, qu'il y a de la recherche et que c'est en train de mûrir et que dans 10 ans, effectivement... Mais là, on est en train de faire un pas vers le futur quand même. Les vélos, ça ne change pas tant que ça. Hein. Si. Il a dans la taille des roues, mais non. Non, mais il n'y a pas... non, mais ils bossent sur la légèreté, des choses comme ça, mais c'est pas... Sur l'électrique aujourd'hui, qui révolutionne oui, quand non, même. mais je parlais dans votre discipline. Ouais. Aujourd'hui, on ouvre la MDR, c'est l'électrique. Oui, du coup, le e-bike. Ouais, le VTT, assistance électrique sportif. On est loin du vélo de ville de mamie, entre guillemets, avec les sacoches en cuir derrière et le chien dans le panier devant. Aujourd'hui, on a des vrais VTT avec vraies composantes VTT. Et c'est pour ça que sur l'événement, on l'a ouvert aux distances 30, 50, 70 et 100 km avec un classement spécifique, une assistance normée, droit de batterie. On ne veut pas l'ouvrir à l'ultra parce que l'ultra reste quand même la discipline reine et puis ça perdrait un peu de son intérêt, mais ça vous permettrait de venir tâter les chemins. Dans ces conditions, je viendrai moi. Oui. On donnera les dates où on sera là. C'est début juillet. Ça reste quand même dur, même en électrique. C'est sûr, il faut fournir un effort qui soit mesuré. Après, sur 30 km avec un beau VTT électrique. Ouais, mais bon, vu qu'il y a la version ultra aussi maintenant en VTT électrique. Non, pas l'ultra, 70-100, pas le 140. Non. Pas le 140. 70. On va passer à l'agenda. Tu as un événement à nous annoncer. Sûr. La 5e et dernière étape des championnats de France de skate street et skateball. Donc ça se passe à Châteauroux. Le 4 et 5 juin. Il se passe des trucs à Châteauroux. Il se passe des trucs. Donc samedi, il y aura les phases de qualification et dimanche, les phases de finale. Ça sera au skatepark de la Margotière. Donc il a été inauguré en 2015 en plus, donc il est quasiment tout neuf. Donc allez-y si vous êtes dans le coin. Il y aura des très bons skateurs comme Vincent Milou qu'on avait reçu sur le plateau.
Benjamin Garcien ou Joseph Garbaccio. Donc ça sent Ça vaut le coup d'aller faire un tour. Ça sent les gros tricks. Redis quand c'est samedi? Le 4 et 5 juin, samedi et dimanche. Samedi, dimanche. Programme TV, alors moi j'ai plein de choses à vous dire aussi. À partir du vendredi 3 juin, 23h, les X-Games, Austin. Vous aurez le privilège d'avoir toutes les finales, c'est du direct. Samedi 4 juin, 21h, du motocross US, c'est du direct aussi. Et puis à partir du samedi 4 juin à 22h, Surf Fiji Pro, c'est du direct également. C'est les garçons, puisque les filles ont terminé. Et on a vu la victoire de Johan Defay. Justement, j'en profite. La demi-finale et la finale, et donc la victoire de Johan Defay, sont à revoir juste après cette émission-là, à suivre. Un moment juste inoubliable. C'est la deuxième compète qu'elle gagne. Elle en a gagné une l'année dernière, une cette année. Donc voilà, c'est juste après. Et puis, vous, évidemment, le 2 juillet, MB Ultra. Je dis MB, MB, ça dépend des fois. Et puis le 3 juillet, la classique et l'enduro. MB Race. MB Race, Ultra. Nietzsche. Absolument. Et sachez qu'à partir du 7 juin, MCS Extrême change de nom et devient SFR Sport 3. Toujours les sports extrêmes que vous aimez. La chaîne change. Vos programmes extrêmes, eux, restent, s'enrichissent et se développent pour vous. Voilà, à partir du 7 juin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne course le 2 et le 3 juillet. Merci. Voilà, Merci Megève, à vous de nous avoir Combloux, accueillis. Megève. Merci Maxine. Merci à toi. À la prochaine. Bonne fin de soirée. On vous embrasse. Ciao.